Je voudrais vous parler de ma vie. Ma vie ordinaire. Et franchement, pas toujours sexy. Je suis une maman, j'ai 3 enfants et je travaille. Et sur plusieurs points, probablement que ma vie ressemble à la vôtre. Je me lève le matin et j'ai la journée entière devant moi. Et pourtant, la journée est à peine commencée que je cours déjà après le temps. Me préparer les enfants. Et voilà que je me trouve à râler sur la table du petit déjeuner, ou le lait renversé au petit déjeuner, ou le challenge impossible de trouver une paire de chaussettes coordonnées pour chacun de mes enfants. Je ne peux pas vous raconter le nombre de fois où je me suis retrouvée dans ma voiture, mes enfants accrochés à l'arrière, prêts à partir, et moi à regarder l'horloge et à dire « Eh ben voilà, on est en retard, je vous l'avais bien dit !» Mes enfants, une fois déposés à l'école, je pouvais arriver au boulot. Et là, m'attaquer à ma longue to-do list. Vous savez, cette liste, on a beau travailler dessus, en même temps qu'on avance, elle se rallonge. Parfois, on a l'impression qu'on est des hamsters dans une roue. Concours. Mais au fond, on sait très bien qu'on va nulle part. Mais on essaye. Ah, ça, on essaye. Et quand les autres, vous savez, quand les autres nous rajoutent du travail, les administrations, nos collègues, les entreprises de services, eh ben alors on les traite de cons, d'incompétents, on dit qu'ils n'ont rien compris, que nous on aurait fait autrement, et que franchement, on a autre chose à faire que de gérer ces choses-là. Savez-vous qu'en moyenne, une personne râle entre 15 et 30 fois par jour? Pour moi, tout a commencé un soir. Je me souviens bien, je venais de coucher mes enfants. Vous savez, après le 3e verre d'eau, et après forcément l'envie de faire pipi, ou ce moment où ma fille se souvient qu'elle a un papier super important que je dois absolument signer maintenant pour la sortie de classe de vendredi. Ce soir-là, mes enfants étaient enfin couchés. J'ai traversé le couloir et je me suis écroulée sur mon lit. Et là, j'ai fait « Oh, enfin !» c'était vraiment une journée pourrie aujourd'hui. Et là, j'ai réalisé, je me suis dit, mais Christine, t'as un problème. Parce que cette journée, soi-disant pourrie, c'est une journée normale de ta vie. Et des journées comme ça, t'en as encore un paquet devant toi, ma belle. Et là, je me suis dit, mais moi, je veux pas me coucher dans cet état-là le soir. Je veux pas attendre plus tard que mes enfants seront plus grands, quand j'aurai plus d'argent, quand je pourrai plus me faire aider, quand je serai en vacances. Je ne voulais pas attendre plus tard pour être heureuse et avoir du plaisir dans mon quotidien. Je me suis dit, Christine, tu dois absolument trouver un moyen d'arrêter, de résister tout ce qui t'arrive. Je me suis dit, un jour, tu vas mourir et tu vas te rendre compte que tu as passé ta vie à râler sur ta vie. J'avais entendu parler d'un challenge pour arrêter de râler sur 21 jours. Et je me suis dit, ça, c'est exactement ce qu'il me faut. Je suis coach et je savais que 21 jours, c'est le temps qu'il faut pour se sevrer d'une mauvaise habitude et en créer une nouvelle. La recherche sur le cerveau nous explique qu'une habitude, ce sont littéralement des connexions dans notre cerveau. Et si on fait un effort conscient pendant 21 jours consécutifs, on peut se créer des nouvelles connexions. Et de manière ultime, une nouvelle nature. Une nouvelle nature. C'est ça que je voulais. J'étais prête à enfin être la femme, l'épouse, la mère que j'avais vraiment envie d'être. Mais pour ça, il fallait que je tienne le coup. Alors, j'ai suivi les règles, j'ai mis un bracelet à mon poignet, et à chaque fois que je râlais, je changeais le bracelet de côté, et je remettais les compteurs à 0. L'objectif était de faire 21 jours consécutifs avec le bracelet du même côté. Et oui, il m'a fallu un peu plus de 4 mois pour finir mon challenge. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous les 5 plus grandes leçons que j'ai apprises dans cette belle aventure. La première leçon, je l'ai apprise le tout premier jour de mon challenge. Je me suis levée ce matin-là et je me suis dit, voilà, Christine, je suis sortie de mon lit, je me suis dit, quoi qu'il arrive aujourd'hui, râler ne doit pas faire partie de tes options. Et ensuite, je suis descendue dans ma cuisine et là, j'ai fait, ah oui, mais il y a un petit problème, c'est que malgré mes bonnes intentions, les trucs qui me faisaient partir au quart de tour la veille sont toujours là. Et je me suis dit, si vraiment je veux tenir 21 jours,
Il va falloir que je fasse un peu de nettoyage parce que sinon je ne vais pas tenir, ça ne va pas marcher. Dès le premier jour, j'ai compris que arrêter de râler ne voulait absolument pas dire tout accepter. Que arrêter de râler ne voulait absolument pas dire mettre mes lunettes roses et prétendre que j'étais au pays des bisounours et que ce qui m'agaçait hier, aujourd'hui, ne m'affecte plus du tout. Pas du tout. Je me souviens d'ailleurs, ce jour-là, j'ai annoncé à mes filles, j'ai dit voilà, les filles, maman a pris une grande décision, j'ai décidé d'arrêter de râler. Et il y en a une d'entre elles qui a fait yeah, on peut faire tout ce qu'on veut maintenant. Et ma réponse a été immédiate. J'ai dit ah non, 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 non. C'est pas ça le challenge. Parce que si on joue avec ces règles-là, moi je vais tenir 2 jours, maximum. Là, je suis partie pour tenir 21 jours. Donc il va falloir qu'on change certaines choses dans notre manière de fonctionner. Mais je peux vous assurer que c'est pour le bien-être de tous. Maman va arrêter de criser tous les matins. Et ça, on va tous en profiter. Donc la première leçon de ce challenge, c'est arrêter de râler ne veut pas dire tout accepter. Il faut devenir entrepreneur de sa vie et changer ce qu'on peut changer dans son quotidien pour l'améliorer. La deuxième leçon de ce challenge, j'ai aussi dû l'apprendre assez rapidement parce que vous verrez vous-même, si vous êtes inspiré pour faire ce challenge, si vous mettez un bracelet à votre poignet, une des premières questions qui va arriver, ça va être « Est-ce que je suis en train de râler là ? Ou est-ce que je suis juste en train de dire ce qui ne me convient pas pour qu'on arrête de marcher sur les pieds ?» Parce que c'est important quand même, arrêter de râler ne veut pas dire tout accepter, donc il faut bien pouvoir communiquer. Donc je suis arrivée avec 3 critères pour définir une râlerie. Le tout premier critère est probablement le plus évident, c'est le ton de ma voix. Est-ce que je suis en train de bisquer, de ruminer, de crier ? Le ton était mon premier critère pour identifier si j'étais en train de râler ou pas. Le deuxième critère, c'est mon positionnement. Quand je communique avec la personne qui est en face de moi, est-ce que je suis en train royalement de me mettre dans le fauteuil de la victime et de pointer du doigt le coupable ? Est-ce que je suis en train d'essayer d'avoir raison et de faire en sorte que l'autre ait tort ? Je me suis rendu compte que j'adorais pointer du doigt les coupables. Ben oui, parce que forcément, si vous avez tort, moi j'ai raison. Si vous êtes coupable, alors c'est à vous de trouver une solution au problème. Pas moi. Donc le positionnement était mon deuxième critère pour définir si j'étais en train de râler. Le troisième critère, c'était la justesse de mes propos. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très très souvent quand on râle, on a tellement peur de ne pas être entendu qu'on exagère. On prend notre problème et on le transforme en drame. Alors on va dire, c'est toujours pareil, c'est infernal, ça me tue, ça fait 100 fois que je te le demande, c'est toujours moi qui fais tout, personne ne m'aide jamais. Donc la justesse de mes propos, c'était le troisième critère pour définir si j'avais râlé. Donc on avait le ton, mon positionnement et la justesse de mes propos. La troisième leçon de ce challenge, je l'ai eu le jour où je me suis retrouvée dans les chaussures de la personne qui se fait râler dessus. Donc imaginez-vous, je ne sais pas pour vous, mais moi, si quelqu'un vient vers moi et donc s'adresse à moi avec un ton qui n'est franchement pas terrible, elle me met dans la position de coupable et me dit que j'ai tort. Et en plus, elle exagère. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai 2 réactions possibles à ce genre de situation. La première, c'est que je vais essayer de me protéger. J'aime pas qu'on dise que j'ai tort. J'aime pas qu'on dise que je suis coupable. Alors je vais essayer de prendre mes distances. Si je peux, je vais quitter la pièce. Je vais dire, écoute, ça ne m'intéresse pas cette conversation. Si je ne peux pas quitter la pièce, je vais tout faire pour essayer de me boucher les oreilles. Ou je vais créer un espèce de filtre mental dans ma tête. Je vais dire, oh ça y est, elle pète un câble, bon, ça va lui passer. Mais à aucun moment, je suis vraiment en train d'essayer d'écouter le besoin de la personne. Donc ça, c'est la première réaction, je me protège, je prends mes distances. La deuxième réaction possible, c'est que je vais me défendre. Je vais dire, mais pas du tout, mais c'est pas vrai, mais c'est n'importe quoi, c'est pas juste, c'est pas, tu as tort, c'est pas vrai. Et on va rentrer dans un conflit où chacun va chercher à avoir raison et à faire en sorte que l'autre ait tort. Alors là, ça a vraiment été une révélation pour moi, parce que je me suis rendu compte que très souvent, quand je râlais, j'étais vraiment en train d'essayer de satisfaire un besoin que j'avais. J'avais besoin d'ordre, j'avais besoin d'aide, j'avais besoin de respect, j'avais besoin de calme, de coopération, de reconnaissance. J'avais ce besoin et c'était vraiment un besoin important pour moi. Mais j'utilisais une stratégie qui pouvait que entraîner la fuite ou le conflit. Alors pourquoi continuer ? La quatrième leçon de ce challenge, pour vous la présenter, on va aller regarder la pyramide des besoins de Maslow. Maslow a fait ce travail, finalement assez simple mais assez puissant, de hiérarchiser les besoins humains. Et donc il nous explique que pour que le besoin supérieur de la pyramide soit satisfait, il faut d'abord que tous les besoins inférieurs soient satisfaits au préalable. Donc si on regarde au bas de la pyramide, le premier besoin de l'être humain, c'est un besoin physiologique. On est bien d'accord qu'on a d'abord besoin d'eau, d'oxygène et de nourriture.
S'accomplir, si on n'a pas à manger et à boire, on s'en fout un petit peu. D'accord? Donc ça, c'est le premier besoin, besoin physiologique. Le deuxième besoin, c'est un besoin de sécurité. On a besoin de savoir qu'on ne va pas mourir, qu'on ne va pas se faire manger par les loups au milieu de la nuit. Et je pense qu'on est tous d'accord dans cette salle pour dire que ces deux besoins, on les a satisfaits. D'accord? Et ce qui est très intéressant et qui va me permettre de faire mon point, c'est que le troisième besoin qui arrive juste après ça, ce sont des besoins d'appartenance. On est des êtres humains et on a profondément besoin d'être en lien les uns avec les autres. Pour comprendre ça, je voudrais vous emmener à vous souvenir la dernière fois que vous étiez dans un ascenseur. Quand on est dans un ascenseur, on est physiquement très très proche des gens qui sont autour de nous, mais on ne les connaît pas, ce sont des inconnus. Et ça fait bizarre. Il y a comme une espèce de vide, il manque quelque chose. Alors, vous avez remarqué ce qu'on fait dans ces cas-là? On râle. On va dire, oh, quel temps pourri aujourd'hui. Oh, bah dis donc, l'été, il n'a pas duré longtemps. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il est lent, cet ascenseur. Oh, vivement le week-end. Hein. Et on va se mettre à râler. Pourquoi on fait ça? Parce que ça marche. La râlerie est une conversation de niveau très bas qui n'engage personne. C'est très facile de râler finalement. Et en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on râle, les autres viennent. Alors là, ils s'agglutinent autour de nous. Et alors, on fait un petit festin de râlerie. Alors là, on est content, on est en lien, on est bien. Mais alors moi, ce challenge m'a amené à me poser la question et me dire, oui, bon, alors j'ai ce besoin d'appartenance. Mais quand j'utilise la râlerie comme stratégie, alors ça marche dans l'ascenseur, ça marche à la machine à caver, la première chose qu'on dit quand on pose son sac en bureau, en général, c'est une râlerie sur les trajets, sur les bouchons, sur le métro, qu'on a eu avant d'arriver. Donc quand j'utilise la râlerie comme stratégie pour créer du lien, pour créer cette première connexion avec ces gens que je découvre au début de ma journée, est-ce que je suis vraiment en train de créer les liens que j'ai vraiment envie d'avoir dans ma vie? Et si je n'utilise pas la râlerie, ben alors qu'est-ce que je peux utiliser à la place? C'est là où j'ai formulé, j'ai appelé ça la célébration. Comment je peux célébrer dans mes conversations? Comment je peux complimenter la personne, souhaiter une bonne journée, partager un trésor que cette belle journée m'a offert, parler de ce qui me fait vibrer? Comment je peux changer mes conversations pour changer mon quotidien et pour changer les liens que je crée avec les personnes autour de moi? Donc ça, c'était la quatrième leçon que j'ai reçue de ce challenge. La dernière leçon, je l'ai eue un soir où je suis rentrée chez moi. J'étais fatiguée, c'était après une longue journée de travail, j'avais été à une réunion, il faisait nuit, je suis rentrée, les enfants étaient couchés. Et je suis rentrée dans ma cuisine, et là, j'ai vu que le dîner n'avait pas été débarrassé, et que tout était encore en plan sur la table. Et là, j'ai senti une colère monter en moi, mais vraiment d'une violence qui m'a surpris. Et je me suis dit, mais Christine, pourquoi cette réaction aussi disproportionnée? Oui, il y a des assiettes sur la table, il va falloir que tu en parles à ta famille pour éviter que ça se reproduise, mettre en place un plan d'action, on est bien d'accord, ça ne te convient pas. Mais pourquoi une telle haine? Pourquoi une telle violence dans ta réaction pour quelque chose d'aussi ordinaire? Vous avez remarqué comment parfois une chaussette qui traîne par terre, c'est une atteinte à notre identité. Pourquoi ça arrive? Parce qu'en fait, oui, la vie est faite pleine de frustrations, la vie est faite pleine de responsabilités. On doit travailler, on doit gagner de l'argent, on doit payer nos factures, on a toutes ces personnes dont on doit s'occuper, on a tous ces papiers à remplir, on a toutes ces exigences partout. Et parfois, on laisse toutes ces exigences et toutes ces responsabilités prendre l'intégralité de notre place. Et on a l'impression qu'on n'a juste plus d'espace pour simplement exister. Et c'est là où j'ai compris que si je voulais vraiment réussir ce challenge, si je ne voulais pas me retrouver avec ces réactions disproportionnées, il était urgent que je prenne la responsabilité de ma vie et que j'apporte moi-même du bien-être et plus de plaisir dans mon quotidien. Si je ne le faisais pas moi-même, personne d'autre allait le faire à ma place. Et donc j'ai appris à avoir la discipline d'apporter plus de plaisir dans mon quotidien. Pas plus tard, quand mes enfants seront plus grands ou quand j'aurai plus d'argent ou quand j'aurai plus de temps. Non, toutes les semaines. Alors j'ai bloqué des créneaux horaires pour aller marcher en nature, pour m'allonger dans l'herbe, pour embrasser un arbre, pour travailler sur ma méditation, pour aller danser plus souvent. Et ça, c'était un beau cadeau de me dire, ce challenge d'arrêter de râler, ce n'est pas juste un challenge de changer ma communication, c'est aussi un challenge où maintenant j'ai le droit de faire ce qui me plaît. Et je me donne la permission de faire ce qui me plaît régulièrement. Donc ça, c'est les 5 leçons que j'ai tirées de ce challenge. Et vous, si vous êtes inspiré pour faire ce challenge, vous allez faire votre propre chemin et vous allez tirer vos propres leçons de cette aventure. Et pour conclure, je voudrais vous partager le plus beau cadeau que j'ai reçu de ce challenge. J'ai 3 enfants, Anna, Alice et Domitil. Cette photo a été prise au moment où je faisais le challenge. Donc Anna avait 10 ans, Alice 8 ans et Domitil 4 ans. Et vous savez, comme on dit toujours, tous les enfants sont tous différents. Mais moi, forcément, il a fallu attendre la naissance de mon deuxième pour que je me rende compte à quel point elle n'avait rien à voir avec ma première.
Donc quand Alice est née, ma deuxième fille, très très vite, ça a été une évidence que cette gamine, elle avait besoin de câlins. C'était un bébé câlin, elle était toujours en train de... Alors elle a des parents très occupés, on est entrepreneur, on adore ce qu'on fait, et c'est vrai que parfois on a tendance à oublier de s'arrêter. Mais Alice, elle a toujours trouvé le moyen de se faufiler sur nos genoux à la fin du dîner, de nous attraper dans les escaliers, de nous faire un câlin ou de se glisser dans notre lit pour avoir toute cette tendresse dont elle avait besoin. C'était tellement une évidence que je me suis retrouvée à échanger avec mes copines et à dire « Ah, Alice, vraiment, son langage de l'amour, c'est la tendresse. » quoi. Ça, c'était évident. Puis je me disais « Mais Anna, c'est différent. Anna, c'est... » Je ne sais pas ce que c'est, Anna. Ce n'était pas clair du tout pour moi. Jusqu'au jour où j'ai commencé ce challenge. Quelques jours après avoir commencé ce challenge, on venait de passer une bonne soirée à la maison. J'étais sereine, contente d'être là, je ne résistais pas à ma vie, je ne résistais pas à mon quotidien. J'ai enfin couché mes enfants. D'habitude, après la Java des petites sœurs, Anna était raisonnable, elle savait me faire un petit câlin, un petit bisou et me laisser partir pour me doucher et me reposer. Ce soir-là, je suis passée dans la chambre d'Anna. Au moment de lui faire le câlin, elle m'a attrapée. Elle m'a dit « Maman, est-ce que tu peux rester avec moi? Est-ce que tu peux me caresser le dos? Est-ce que tu peux me parler ?» Et là, j'ai compris. J'ai compris qu'il avait fallu 10 ans et un challenge pour que Anna comprenne qu'elle pouvait vraiment prendre sa place dans la relation qu'elle voulait avoir avec moi. Pour que Anna ose me dire ce dont elle avait vraiment besoin. Voyez-vous, Anna, c'est mon aînée. C'est la raisonnable. Elle voyait bien que maman était occupée, débordée, qu'elle n'avait pas le temps, qu'elle était désemparée, qu'elle ne pouvait pas tout faire, qu'elle avait ses sœurs à s'occuper. Alors Anna, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un pas en arrière. Elle m'a laissé passer. Il a fallu ce challenge et 21 jours pour que Anna se donne la permission de complètement rentrer dans cette relation, de m'arrêter dans mon élan et de me donner ce plus beau cadeau de la maternité. Et ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu de ce challenge. Merci.